Bienvenue dans ce un troisième module qui est super important, qui va vous apprendre à vendre avec fluidité, avec attitude, sans passer pour un désespéré ou un vendeur de tapis, ok? Donc vendre avec élégance, mais aussi avec efficience. Et avant d'entrer dans le cœur de ce module, j'aimerais faire quelques précisions. Les principes, les techniques et les process de vente que je vais vous présenter dans ce module sont des principes pour développer une entreprise pérenne et durable. C'est pas des principes qui vont vous permettre de faire un gros coup une seule fois, de manipuler X personnes pour vendre, faire une fois 10 000 euros, une fois 50 000 euros et après partir avec la caisse, d'accord? Je ne suis pas là pour vous apprendre des manœuvres frauduleuses. Deuxièmement, je sais qu'il y a certaines offres, certains accompagnements sur le marché, certains consultants, coachs dans la même thématique qui présentent des accompagnements avec certaines méthodes, notamment des méthodes d'Américains qui ont une maturité qui est tout autre. Le problème avec tout ça, moi j'aime beaucoup aussi ce que font les Américains, je regarde aussi, on va pas s'en cacher, mais tout n'est pas applicable au marché français. Il y a certaines choses qui fonctionnent pas. Et dans les principes que je vais vous présenter dans ce module, il y aura la prise en compte de cet élément-là. Typiquement, quand vous faites de la prospection, que vous allez relancer des prospects, aux États-Unis, il n'y a pas d'anormalité au fait de relancer jusqu'à 10 fois. Quand vous relancez 10 fois en France, c'est quand même un peu pushy et c'est peut-être un petit peu trop. Ok, donc on va prendre en considération ces éléments-là et tous les conseils des livres à 8 dollars sur Amazon ne sont pas applicables forcément au marché français. C'est un module qui va servir de support et qui va nous permettre ensuite ensemble de déterminer votre stratégie point par point. Donc on va s'attaquer premièrement à comprendre l'état d'esprit de la vente. Premièrement, en désinstallant les clichés sur la vente, en tout cas ceux que j'ai identifiés comme revenant le plus souvent, et deuxièmement, les 7 piliers d'un excellent vendeur. Le premier cliché qui persiste, vous avez déjà entendu cette phrase de vendre un peigne à un chauve. Vous voyez, on vous présente la vente comme étant quelque chose de diabolique, arriver à manipuler le client de manière à ce qu'en fait il achète quelque chose dont il n'a pas du tout besoin et vous arrivez entre guillemets, à lui vendre un rêve qui est tellement attractif que finalement il finit d'oublier qu'il n'a même pas besoin du peigne parce qu'il est chauve. Alors personnellement, je suis totalement en désaccord avec cette manière de voir la vente. L'un des premiers piliers de la vente et surtout d'une entreprise durable, c'est de vendre une solution à un problème que le client a vraiment. C'est pas d'arriver à l'acte de vente et une fois qu'on est arrivé à l'acte de vente, le client se dit merde, je me suis fait entuber. C'est pas ça l'objectif. Tout le fantasme autour du fait de vendre un peigne à un chauve, etc. Moi ici, je vous l'enseignerai pas parce que déjà, je pense que c'est plus du marketing qu'autre chose. Parce que déjà, je pense que c'est plus du marketing qu'autre chose. Quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, il a déjà quand même le désir au fond de lui d'acquérir ce que vous voulez lui vendre. Il a juste besoin d'arguments et peut-être de détails, surtout de vous faire confiance. C'est de ça qu'il s'agit dans un premier temps. Moi, je pense qu'il faut faire le pari qu'on vend des produits et des services à des adultes consentants et du coup, forcément, les considérer comme tels. Encore plus quand vous vendez des prestations à un certain prix. Peut-être que ça peut marcher de vendre un peigne à un chauve si vous faites du dropshipping et que vous faites de la publicité Facebook en disant que le peigne s'allume à chaque fois que vous touchez le crâne. Voilà, vous mettez des super features qui vont attirer peut-être les personnes qui adorent les gadgets, d'accord? On n'est pas dans cette démarche-là. Deuxièmement, c'est un peu relié au premier, le deuxième cliché, c'est le fantasme de la manipulation. Vous savez, toute cette théorie autour du fait que, en fonction des mots que vous allez dire à un certain moment, vous allez manipuler la personne et pour parvenir à vos propres objectifs, etc. Ça, encore une fois, pour moi, c'est plus du marketing que vraiment la réalité. Après, ça peut être la réalité, mais dans certains secteurs d'activité, comme je vous ai cité plus haut, vous délivrez de la prestation, c'est pas vous vendez vos trucs et après vous disparaissez. La clientèle, ça se gère comme une relation. Donc forcément, si vous arrivez dès le premier échange avec l'objectif de manipuler la personne en face de vous, ok, super relation. Non, il y a une différence entre manipuler et influencer. Quand vous allez vendre votre produit, votre service, on va vous challenger sur des objections. Vous allez bien sûr apprendre à répondre à ces objections et forcément votre réponse va soit donner plus de confiance et de crédit à ce que vous dites, soit en enlever. Et il s'agit de ça en fait finalement. C'est pas de la manipulation, c'est de l'influence, de dire ok, intéressant, il a su bien répondre à cette objection, du coup forcément je m'ouvre un peu plus à son produit, à son service, et ça n'a rien à voir avec la volonté de manipuler. Troisièmement, le troisième cliché qu'a la vie dure, c'est le fait de penser qu'on est obligé de vendre du rêve pour vendre beaucoup. Penser qu'on est obligé de faire des fausses promesses, des promesses chiffrées qui vendent du rêve, et ensuite après, généralement les gens qui font des promesses chiffrées, ils se cachent dans leur CGV avec des obligations de moyens et pas de résultats. Ils vous disent en gros, non, bah nous, voilà, gagner 10 000 euros par mois, mais on s'engage que à vous donner les moyens, donc un accès à une plateforme e-learning et peut-être un peu de coaching. Mais si vous n'y arrivez pas, eh ben on peut pas, vous pouvez pas nous poursuivre. Vous voyez un peu la malhonnêteté du truc, c'est que soit vous faites une obligation
de moyens et dans ce cas-là, vous n'avez pas de promesses chiffrées. Dans le cadre de ce programme, par exemple, il n'y a pas de promesses chiffrées et les résultats vont être variables en fonction de l'implication de la personne, en fonction de vous et bien sûr de moi, ma capacité à vous donner les bons conseils, etc., hein. C'est une responsabilité partagée. Si vous donnez des promesses chiffrées, pour moi, il faut derrière obligatoirement avoir une obligation de résultat parce que c'est la promesse qui est chiffrée. On vous dit gagner 10 000 euros par mois. Donc, c'est ce que vous achetez. Vous achetez pas les moyens pour arriver à 10 000 euros par mois. Non, vous achetez les résultats dans ce cas-là. Okay. Bref, petite aparté qui est intéressante à mon sens. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de vendre du rêve dans le sens où je pense qu'il faut distinguer le rêve à deux endroits. Le rêve au niveau du branding et le rêve au niveau de l'offre et de la promesse. C'est-à-dire que au niveau de votre branding, vous avez une vision, vous avez des objectifs, vous avez peut-être des rêves à réaliser, à atteindre, se dire bah, j'aimerais bien que d'ici 10 ans, l'entrepreneuriat dans la communauté X, bah, ce soit beaucoup plus développé, par exemple, se dire bah, voilà, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus autonome, etc. Ça, c'est un rêve que vous pouvez partager avec votre communauté, avec votre audience, qui est un horizon commun, vers lequel vous tendez ensemble, se dire ok, on avance ensemble dans cette direction. Ça, c'est un rêve, à mon sens, qui est acceptable parce qu'il est situé au niveau du branding. Le rêve, entre guillemets, inacceptable, c'est celui que vous mettez au niveau de votre offre et que vous n'êtes pas en capacité de délivrer par la suite. Si vous utilisez le registre du rêve et que vous envoyez plein de paillettes dans les yeux des gens, mais que vous n'êtes pas en capacité opérationnelle, logistique et intellectuelle d'envoyer votre personne vers ces résultats-là, de lui permettre d'avoir ces résultats, dans ce cas-là, à mon sens, il faut revoir la stratégie parce que vous allez avoir des retours clients qui seront très mauvais. Et ça va à l'encontre des principes de durabilité dont on discutait au début de ce module. Voilà pour les 3 clichés qui ont la vie dure que je voulais démonter dans cette vidéo. On va passer maintenant aux 7 piliers qui font de vous un excellent vendeur. Alors le pilier numéro 1 d'un excellent vendeur, c'est l'empathie. Ça peut paraître bizarre comme ça quand on vous présente la vente comme un procédé manipulatoire, mais c'est l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place du prospect, à se mettre dans ses baskets, à penser comme il pense, à réfléchir comme il pense, à utiliser son vocabulaire, de pouvoir mieux cerner les besoins et les désirs de votre prospect pour lui faire la meilleure offre possible. Donc forcément, l'empathie, ça va vous demander quelque chose d'important, opérationnellement parlant, c'est d'écouter beaucoup plus que parler. Vous savez, on a l'habitude de voir le vendeur comme un peu un commercial qui vient et qui fait son pitch pendant 30 minutes et qui déballe tout. Alors regardez notre super boîte, ce qu'elle a pu faire pour un tel et ci et ci et ça. Alors qu'en fait, finalement, ça n'intéresse personne, ces situations. Les prospects veulent se sentir écoutés, surtout si vous faites de l'accompagnement, vous êtes prestataire de services digital et que vous ne vendez pas à des grosses corporations, vous vendez peut-être soit à du B2C, donc à des particuliers, si vous êtes sur des thématiques, par exemple, peut-être de santé, ou encore même si vous êtes en B2B, que vous vous adressez à d'autres solopreneurs, si vous êtes créateur de sites web et que vous créez des sites web pour les e-commerce ou pour, par exemple, les prestataires de services, c'est votre capacité à être empathique et à créer de la confiance, notamment en écoutant plus que parler, qui va vous permettre aussi de signer des contrats. Le deuxième pilier d'un excellent vendeur, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire pas l'excès de confiance, mais la confiance dans la solution que vous délivrez. Prendre conscience de votre propre valeur, donc de ce que vous avez pu parcourir jusqu'ici et des solutions que vous avez développées. Pensez sincèrement qu'elles sont à la hauteur. Et deuxièmement, un deuxième pilier, c'est travailler pour venir augmenter sa valeur. Vous former auprès d'experts, améliorer vos méthodes, vos techniques, aller chercher de la performance pour vos clients. Forcément, plus vous allez avoir des résultats intéressants pour vos clients, plus vous allez vous sentir en confiance et vous sentir capable de débloquer les situations de votre client cible. Donc avec ça dans votre bagage, ce sera beaucoup plus facile pour aller prospecter. Quand vous avez le vaccin d'une maladie, vous ne vous cachez pas pour aller guérir les malades en question. Vous leur dites « j'ai l'antidote ». Prenez-le. Concrètement, je vous pose une question aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie d'acheter à quelqu'un qui ne croit pas lui-même dans la solution qu'il délivre? D'accord, ça se ressent. Quand vous êtes au téléphone avec un prestataire, avec un consultant, avec quelqu'un chez qui vous voulez acheter, qui est totalement passionné et habité par la solution qu'il délivre et qui pense sincèrement que ça peut vous aider parce qu'il y a des cas similaires, des personnes similaires qu'il a accompagnées, vous allez tout de suite vous dire ok, donc le mec il est quand même confiant, il n'est pas là non plus à me vendre du rêve, mais il est confiant qu'avec un peu de travail et une bonne coordination, une bonne coopération entre nous deux, on peut arriver à des résultats intéressants. Vous allez quand même avoir beaucoup plus confiance avec quelqu'un qui se comporte comme ça que quelqu'un qui est un peu fuyant et qui n'a pas confiance en son produit. Le troisième pilier, la persévérance. Déjà, premièrement, accepter d'être mauvais au début. La vente n'est pas une capacité, une compétence innée. Des fois, on va dire oui, mais toi, c'est inné, t'as la tchatch, etc. En fait, pas du tout. C'est quelque chose qui se développe, surtout quand vous êtes entrepreneur. Si vous n'avez pas cette capacité à vendre, un entrepreneur, c'est avant tout un vendeur. Ok, c'est un gestionnaire.
ok, il crée de la valeur, etc. Mais s'il n'est pas en capacité de vendre, le chiffre d'affaires, ça rentre pas. Il n'y a rien qui rentre dans les caisses. Limite, la compétence fondamentale, si vous deviez garder qu'une seule compétence à développer dans le cadre de votre entreprise, c'est la vente. Et pour la développer, il faut faire preuve de persévérance et d'accepter aussi d'avancer par essai-erreur. C'est-à-dire tirer une leçon de chaque appel de vente, de chaque interaction que vous avez avec un prospect pour derrière avoir vraiment cette volonté de vous améliorer et de tirer des leçons des événements passés. Le quatrième pilier, c'est l'intégrité. L'intégrité, est-ce que je dois vous faire un dessin par rapport à ce que je vous disais tout au début, quand vous visez la durabilité et le fait de vous développer dans le temps et d'être encore là dans 10 ans et de ne pas disparaître dans 2 ans ou juste faire un gros coup et partir, forcément l'intégrité va faire partie des piliers d'un excellent vendeur. C'est pas quelqu'un qui va venir vous forcer à faire des crédits pour acheter votre offre à 10 000 euros, votre offre quantique à 10 000 euros. C'est pas quelqu'un qui va vous forcer à emprunter de l'argent à votre famille. Tous les éléments qu'on a vus un petit peu sur les clichés de la vente, ici l'intégrité vient les effacer. Cinquièmement, l'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut adapter son discours et ses arguments en fonction de l'analyse que vous faites du prospect et des différentes interactions que vous avez. Tous les prospects ne sont pas sensibles au même type d'arguments. Il y en a qui vont être hyper sensibles aux arguments de type argent, c'est-à-dire faites des économies, ou sensibles à des mots-clés comme retour sur investissement. D'autres qui vont être très sensibles à des arguments de type sécurité, qui vont préférer payer par exemple un petit peu plus cher au lieu de payer du bas de gamme pour être sûr de faire appel à un bon prestataire. Chaque personne a son spectre d'arguments auquel il est plus ou moins sensible, et lors des interactions que vous avez avec vos prospects, il faut être en capacité d'adapter votre discours et d'appuyer là où vous sentez que la personne est réceptive. Tout ça, on le verra un petit peu plus tard. Le pilier numéro 6, l'envie sincère d'apprendre et de performer. Parfois, on peut être dans une position où on se dit j'ai déjà l'expérience, je connais mon produit, franchement, qu'est-ce que je vais apprendre de plus dans la vente, qu'est-ce que je vais apprendre de plus ici et là. Franchement, quand on pense comme ça, c'est le début pour moi de la fin, parce que vous vous mettez dans une position orgueilleuse et où vous dites j'ai plus rien à apprendre. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez accepté entre guillemets de suivre un programme, c'est que vous n'êtes pas dans cette optique-là. Mais attention de ne pas y tomber par la suite. Donc envie d'apprendre et de performer. Donc quand je dis performer, c'est-à-dire avec l'envie sincère de ne pas aller à reculons dans l'acte de vente, c'est-à-dire l'acte de prospection, l'acte de vente, l'acte de faire connaître votre offre et votre produit de manière non spam, bien sûr. Je vous montrerai comment, on a déjà vu un petit peu avec les techniques sur LinkedIn et Instagram notamment. La prospection via le social selling, avoir cette envie profonde de performer et de se dire vas-y, sur le mois prochain, ce serait bien que j'aille chercher une perf, sans non plus que ça devienne une obsession, mais que ce soit un jeu pour vous. Ça va dépendre vraiment de vos objectifs de vie, mais voilà, n'ayez pas peur de le prendre comme un jeu. Dans certaines situations, vous n'êtes pas en train de jouer, il y a la vie de votre famille qui en dépend. Et le pilier numéro 7, c'est la compétence. Les compétences qu'on va déterminer en 2 catégories qui sont à la fois du soft skills, donc tout ce qui va être votre capacité de communiquer, comme je vous disais un peu plus haut, écouter plus que parler, l'empathie, le fait de savoir poser des questions, le fait de savoir rebondir, le fait de savoir mener une conversation, le fait de savoir garder un bon ton, une bonne attitude, d'aligner son énergie avec l'énergie de la personne en face. Quelqu'un qui est un peu plus froid, analytique et pragmatique, vous n'allez pas jouer le clown pendant tout l'appel. Hey, super, oh yes. Non, vous allez vous mettre au même niveau. L'idée, c'est pas de jouer un personnage dans la première situation comme dans l'autre, mais c'est quand même d'arriver à vous cadrer sur plus ou moins le même niveau d'énergie que la personne. Bon, tout ça, c'est du soft skills. Là, je vous les cite comme ça, on le verra un petit peu plus tard. Et après, il y a tout ce qui va être hard skills, donc tout simplement les process, comment mettre en place un tunnel de vente en fonction du produit qu'on vend, parce que les tunnels de vente vont être différents en fonction de ce que vous vendez, donc en fonction de votre secteur d'activité, mais aussi en fonction du prix de ce que vous vendez. Par exemple, vous n'allez pas faire un super tunnel de vente hyper complexe avec une série de 3 webinaires pour à la fin vendre un livre à 19 euros. Okay, ça demande beaucoup de logistique pour un livre à 19 euros. C'est pas exceptionnel. Sachant qu'un livre à 19 euros, c'est souvent l'entrée vers des plus grosses offres. Bref, tout ça on le verra plus tard. Tout ça pour vous dire qu'il y a un côté dans la vente, un côté soft skills et un côté hard skills, et qu'il faut être conscient des deux et d'avoir la ferme intention de s'améliorer dans les deux. Voilà pour cette première partie sur comprendre l'état d'esprit de la vente. Le but, c'est aussi de désinstaller de votre état d'esprit les clichés sur la vente pour derrière vous reconcentrer sur les 7 piliers d'un excellent vendeur qui n'ont rien à voir avec de la manipulation ou des techniques frauduleuses. Et on va passer maintenant à une deuxième partie, on va faire votre auto-évaluation sur votre rapport à la vente. Ça va être super intéressant, vous allez voir. À tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie, on va faire votre auto-évaluation sur votre rapport à la vente. Je vais vous présenter 20 critères pour évaluer votre rapport à la vente et comme ça va vous permettre de comprendre un peu
la systémie, la globalité de tout ce qu'on peut retrouver dans un processus de vente, les hard skills et en même temps les soft skills, et que vous puissiez en fait, à chaque critère que je vais vous présenter, mettre une note sur 10 pour voir où est-ce que le bas blesse, entre guillemets. Tout ça, bien sûr, vous pourrez le faire grâce au workbook. On commence tout de suite avec le premier critère qui est vos talents de chasseur. Attention, attention, on commence tout de suite avec des grands mots. C'est-à-dire les talents de chasseur, c'est votre capacité à avoir du flair et à sentir les opportunités. À la fois avoir du flair, mais votre capacité à aller au contact, aller à la rencontre de nouvelles personnes quotidiennement, de nouvelles personnes qui pourraient avoir besoin de vos services. Cette capacité, cette envie, quand bien même vous êtes par exemple introverti. Introverti, ça ne veut pas dire timide, ça veut dire qu'il se recharge en étant seul. C'est mon cas. J'ai quand même, dans le cadre de mon métier, l'obligation et maintenant désormais l'envie d'aller au contact quotidiennement avec de nouvelles personnes pour potentiellement signer des partenariats, signer des contrats, etc., etc. Ça, il faut que ça fasse partie de votre panoplie d'entrepreneurs. Deuxième critère, la posture de vente. Vous mettre dans une posture non désespérée. Vous êtes un professionnel qui a une expertise dans un domaine, vous êtes en capacité d'aider à la résolution d'un problème votre client. Et souvent, ce qu'on va retrouver chez les personnes qui débutent ou qui se lancent, on a un mauvais rapport à l'argent et on se dit, si la personne me donne de l'argent, c'est limite pour me rendre service. Non, elle te rend pas service en fait, elle te paye pour que tu lui rendes un service. Donc c'est un échange d'argent contre un résultat. Donc il n'y a rien de mauvais là-dedans, et accepter cette posture de vente, de se dire, j'ai des compétences, des qualités, vous n'avez peut-être pas le temps de réaliser ce que je sais réaliser, ou peut-être que vous le réaliserez en 10 mois, moi je vous le fais en 10 jours. Voilà. Le troisième critère, la vente consultative, c'est tout simplement la capacité, lorsque vous êtes dans un appel de vente, quand vous êtes en train de discuter avec un prospect, à émettre un diagnostic, à commencer à émettre un diagnostic et faire en sorte finalement, vous savez, c'est un peu le syndrome, imaginez que vous ayez une opération chirurgicale à faire et que vous alliez prendre rendez-vous avec deux chirurgiens, la différence entre un premier chirurgien qui vient et qui vous pose un panel de questions, qui vous regarde dans les yeux, qui écrit et tout, et qui vraiment prend des notes pendant que vous parlez, et un autre chirurgien qui est là et qui vous dit, bon, bah, ça fera 5 000 € à payer en 3 mensualités, voilà, signez ici, bam bam. En lequel des deux vous avez le plus confiance? Je pense que c'est plutôt le premier, parce que le premier, il s'attache quand même à comprendre vos besoins. Naturellement, vous allez avoir beaucoup plus confiance en lui. Le critère numéro 4, c'est le fait de qualifier les opportunités. Ça, on l'a vu dans les formations Instagram et LinkedIn, le fait de qualifier les opportunités pour éviter d'avoir à parler, par exemple, à tout le monde au téléphone. Le but, c'est que vous vous retrouviez avec des appels de vente où vous n'avez que votre persona, votre client cible, au téléphone. Et ça va passer par votre communication. Plus vous allez être exclusif et précis dans votre proposition de valeur, dans votre offre, et plus vous allez amener du coup des clients qualifiés. Quand vous êtes trop inclusif, quand je dis inclusif, je ne parle pas au sens de la diversité, je parle au sens marketing du terme. Avant de proposer un rendez-vous, de bien poser les questions pour savoir si la personne rentre bien dans le spectre. Créer aussi des process, par exemple, si vous fonctionnez par un formulaire, de créer les bonnes questions pour savoir si oui ou non vous proposez un appel. Et surtout, votre capacité à comprendre que vous ne devez pas avoir toute la terre au téléphone, mais seulement votre client idéal. Un appel de vente, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, donc forcément, plus vous qualifiez les opportunités, plus vous augmentez votre taux de conversion et plus vous gagnez du temps et de l'argent. Le critère numéro 5, c'est le fait de savoir présenter. Quand vient le moment de la présentation de votre offre, quand vous êtes en appel de vente par exemple, c'est de savoir présenter de manière succincte, brève et attractive votre offre, en laissant de côté parfois les détails un peu techniques, en présentant le tronc, peut-être les branches principales, mais sans rentrer dans le détail de chacun des fruits de l'arbre. Sauf si bien sûr on vous pose la question et on vous le demande. C'est aussi votre capacité à bien argumenter, à bien mettre en valeur votre produit ou votre service. Le critère numéro 6, c'est savoir conclure. Si vous êtes ici, vous avez peut-être fait des appels de vente d'1 heure et demie, des appels de vente très longs et qui finalement n'ont rien donné. Vous avez perdu 1 heure et demie de votre vie. Vous avez recueilli des informations mais pas d'argent. Et bon, au bout d'un moment, les informations, ça paye pas les factures. Donc savoir conclure, concrètement, c'est savoir et déjà identifier les différentes grandes étapes qu'il peut y avoir dans un appel. Première étape, deuxième étape, troisième étape, sans que ce soit robotique, mais quand même que ce soit cadré. Vous n'êtes pas en train de parler avec votre mère ou avec un cousin au téléphone. Là, vous êtes dans un appel professionnel, donc forcément, il y a une trame à suivre dans la mesure du possible. Le critère numéro 7, c'est votre capacité à nouer des relations, votre capacité à aller vers vos pairs, aller vers d'autres partenaires avec qui vous pourriez partager un client cible en commun et vers lequel vous pourriez vous renvoyer du business mutuellement. Et capacité à nouer des relations aussi dans votre prospection. Quand vous prospectez, c'est votre capacité par exemple à rebondir sur le poste de quelqu'un, à avoir de la conversation, à pouvoir discuter avec cette personne. Ensuite, le critère numéro 8, vos capacités à avoir un processus de vente basé sur des étapes. Ça, c'est très important. On pense que la vente, c'est juste un processus naturel qui se fait tout seul. Vous avez des étapes et des process qu'on verra un peu plus tard quand je vous présenterai les différentes
tunnels de vente possibles et l'architecture que vous allez pouvoir mettre en place en fonction de votre business. La vente, c'est un toboggan, ok? Et c'est un toboggan, plus il glisse et mieux c'est. Et donc forcément, pour que ça glisse, il faut qu'il y ait des process et des étapes. Sans non plus complexifier la chose, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 1000 étapes, mais au moins d'avoir à chaque fois un process clair, car la vente n'est pas un résultat fortuit, c'est pas un résultat hasardeux, ok? C'est pas un truc qui vous tombe dessus comme ça, c'est le résultat d'un process. Ensuite, le critère numéro 9, c'est la maîtrise des outils CRM. C'est une base de données où vous allez regrouper tous vos prospects. Vous pouvez utiliser par exemple ClickUp, Notion. Il y en a qui utilisent encore des Google Sheets, ok. C'est mieux un Google Sheet que rien du tout, mais Google Sheet, ça va vraiment être le premier niveau, d'accord. Vous allez mettre les personnes qui sont potentiellement intéressées, avec qui vous avez eu des contacts récurrents, et derrière, renseigner à quel niveau d'avancement en est la discussion, à quelle étape vous en êtes dans le processus de vente, pour derrière, en fait, suivre quotidiennement votre CRM et de dire, ok, bah lui, est-ce qu'on va pas le relancer aujourd'hui, par exemple, etc. Le critère numéro 10, ça va être la maîtrise du social selling, l'art d'arriver à vendre sur les réseaux sociaux. Le critère numéro 11, une forte volonté d'avoir du succès dans la vente. Le critère numéro 12, un fort engagement à avoir du succès dans la vente. Vous voyez, c'est différent. La volonté, c'est au niveau mindset, au niveau état d'esprit. L'engagement, c'est au niveau pratico-pratique. C'est au quotidien de se dire, je veux rencontrer le succès dans la vente. Qu'est-ce que je vais mettre en place au quotidien pour parvenir à cet objectif? Ensuite, critère numéro 13, motivation à vendre votre produit. On en revient tout à l'heure, à savoir est-ce que vous avez suffisamment confiance en votre produit ou pas? Est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise avec? Est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment révolutionner la vie, en tout cas peut changer la vie de votre client? Ou est-ce que pour l'instant vous pensez que le produit n'est pas au niveau et du coup vous allez y aller un petit peu à reculons? Voilà, vous allez noter ça aussi. Critère numéro 14, avoir un moral à toute épreuve. Un moral à toute épreuve, c'est très important quand vous mangez par exemple beaucoup de non de manière répétitive. Vous pouvez avoir tendance à penser que ce que vous vendez c'est nul, ou que vous n'êtes pas assez bon, ou que vous n'inspirez pas assez confiance, etc. Et parfois ça peut être un peu compliqué, tout comme ça peut très vite remonter parce que le lendemain vous allez avoir 3-4 interactions positives et 3-4 personnes qui vont être intéressées d'un coup. Et donc voilà, le quotidien d'un entrepreneur qui vend par lui-même, c'est aussi ça, c'est cette capacité à avoir un moral à toute épreuve. Le critère numéro 15, pour moi c'est l'un des plus importants, c'est la capacité à se sentir responsable de ses résultats. Pas remettre la faute sur autrui, pas remettre la faute sur la conjoncture, sur ci, sur ça. Être 100% responsable de ses résultats. Ça, c'est super important. Le critère numéro 16, votre capacité à vous affranchir du besoin d'approbation. Vous n'êtes plus là, en fait, à chercher la validation chez les autres. Si demain, vous mangez un non, 10 non, 15 non, ça ne va pas revenir remettre en cause votre propre valeur et votre capacité à vous apprécier et apprécier votre service. Donc, parfois, aussi, même dans les appels de vente, il peut y avoir un peu ce défaut d'être un yes man, c'est-à-dire le gentil petit vendeur qui dit oui à tout parce qu'il a peur de vexer entre guillemets son client ou son prospect, alors que non, il faut parfois poser ses limites, bien mettre son cadre, pas avoir peur de rater une vente de par votre propre affirmation et de se dire non, là ça rentre pas dans mon cadre. Le critère numéro 17, votre capacité à contrôler vos émotions. Ensuite, le critère numéro 18, les croyances limitantes. Est-ce que aujourd'hui vous pensez avoir des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller chercher du chiffre d'affaires, d'aller faire de la performance? Ici, prenez bien le temps de réfléchir par rapport à votre enfance, votre rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous a présentées quand vous étiez plus jeune, des éléments de votre éducation qui font encore un petit peu leur bout de chemin dans votre tête et qui vous empêchent d'avancer correctement, en tout cas au niveau de la vente et de votre rapport à l'argent? Ensuite, le critère numéro 19, vos habitudes d'achat qui viennent entraver votre vente inconsciemment. Typiquement, si vous êtes vous-même une personne qui est sensible aux arguments de type argent, de type promotionnel, de type solde, etc., est-ce que vous n'allez pas vous-même parfois avoir tendance à vous brader et à mettre en avant cet argument auprès de votre interlocuteur parce que vous pensez que c'est important pour lui alors qu'en fait c'est important pour vous? Questionnez vos habitudes d'achat dans plusieurs domaines de votre vie et demandez-vous si ces habitudes d'achat ne viennent pas derrière entraver votre capacité à vendre vos produits ou vos services. Et ensuite, le critère numéro 20, savoir gérer le rejet. De ne pas remettre en question votre valeur et tout en question à chaque fois qu'on va vous dire non ou à chaque fois qu'on va pas vous accueillir comme vous auriez aimé qu'on vous accueille. On a fait le tour des 20 critères et le but ici, ça va être d'évaluer sur 10 chacun de ces critères. Comme ça, on va pouvoir voir quelles sont vos forces et aussi quelles sont vos faiblesses ou en tout cas vos axes de développement pour vous améliorer par la suite. Donc voilà, je vous invite à faire l'exercice dans le workbook et à revenir vers moi le plus rapidement possible pour qu'on en discute ensemble. Comment construire un tunnel de vente efficace et surtout pertinent par rapport à notre secteur d'activité et pertinent par rapport à notre offre? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 6 tunnels de vente qui sont pertinents pour les solopreneurs et qui vont être pertinents aussi
par rapport à un niveau de maturité, comme je vous le présentais dans la formation Instagram. Si vous avez un niveau de maturité qui est faible sur votre offre, qu'elle est encore un peu récente, vous n'allez pas faire des webinaires hebdomadaires pour la vendre. Pareil, vous n'allez pas mettre en place des automatisations un peu complexes alors que vous n'avez même pas encore vendu 10 offres. Donc l'objectif de ce module, c'est que je vous présente les possibilités, tout ce qui est possible de faire. Et ensuite, on fera le point ensemble sur votre stratégie et surtout quels tunnels de vente sont plus appropriés par rapport aux services ou aux produits que vous voulez mettre en avant. Alors premièrement, la vente conversationnelle. Celui-là, j'ai presque pas envie de vous le présenter parce qu'on l'a vu en entier dans Instagram et LinkedIn. Mais assez simplement, si on refait le point, ça va être le fait de poster un contenu avec un appel à l'action, par exemple. Le prospect poste un commentaire ou réagit à une story. Ok. Vous engagez la conversation sur la base de ce commentaire ou de cette interaction en story. En fonction de l'échange que vous avez avec la personne, vous faites une proposition d'appel. Ensuite, appel de vente. Moi, ce que je vous recommande de faire sur la vente conversationnelle, c'est de le faire sur des produits qui ont une tranche de prix entre 200 € et l'infini. L'infini, on se comprend, d'accord? Mais c'est-à-dire que si vous vendez un e-book à 19 €, vous n'allez pas faire de la vente conversationnelle, ça va être très fastidieux, ça va être très long. Alors bien sûr, si on vous pose la question, on vous pose une question sur votre e-book, vous allez répondre, d'accord? Mais vous n'allez pas avoir cette approche de « Ah tiens, j'essaie de capitaliser sur une interaction pour aller vendre un produit à 19 €. » Non, il vaut mieux quand même le faire avec des produits type formation, coaching, service de prestation, même si vous avez un logiciel SAS avec un abonnement. Ça va être intéressant de le faire sur des potentiels gains qui vont être plus élevés parce que la vente conversationnelle, forcément, ça va vous demander un peu plus de manœuvres manuelles avec un délai entre 2 et 7 jours, c'est-à-dire votre capacité entre la première prise de contact et la proposition d'appel. En tout cas, si ça s'enchaîne assez rapidement, ça va être entre 2 et 7 jours. Des fois, ça peut durer plus longtemps, parce que la personne n'a pas forcément le niveau de conscience pour passer à l'action. Mais l'idéal sur la vente conversationnelle, c'est de faire une proposition assez rapidement. Ensuite, vous avez le format mini-cours par email. Vous allez avoir deux chemins, soit la vente directe, soit un appel de vente. Dans le cadre de la vente directe, vous allez récupérer des emails, une page de capture d'email. À partir de cette page de capture d'email, vous proposez une automatisation avec des mini-cours entre 3 et 10 jours sur la thématique que vous avez choisie. À la fin de ces mini-cours, vous allez présenter votre offre avec soit directement un lien vers la page de vente de l'offre, et donc la personne pourra acheter directement. Si la personne n'a pas acheté la première proposition, vous pouvez faire une relance au bout de quelques jours. Dans le cadre où ce n'était pas de la vente directe, mais plutôt un appel de vente, parce que vous pouvez faire un mini-cours par email et derrière vendre des prestations de coaching, par exemple, plus chères, pas forcément vendre une formation. Donc forcément, on ne vend pas pareil une formation à 150 € qu'un accompagnement à 1500, à 2000 €. Généralement, un accompagnement à 1500, 2000 €, ça passe quand même par un échange téléphonique avec la personne, alors qu'une vente de formation, de programme, d'infoproduits, ça peut se faire sans nécessairement avoir un échange, voilà, comme je vous le disais un peu plus tôt. Donc les mini-cours par email qui se terminent par un appel de vente, c'est toujours pareil, on récupère des adresses email via du trafic généré sur un réseau social, par exemple Instagram ou LinkedIn, etc. Vous renvoyez vers l'inscription à ce mini-cours en question. Un mini-cours entre 3 et 10 jours, vous faites votre proposition à la fin, vous avez suivi ce cours, etc., etc. Si vous voulez aller plus loin, moi je propose un accompagnement dédié et personnalisé aux entrepreneurs qui rencontrent telle problématique. Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est le moment. Bim, un bouton, call to action. Et dans la même situation que tout à l'heure, vous pouvez vous permettre de relancer par email au bout de quelques jours s'il n'y a pas eu de réponse à la première proposition. Donc là, pareil, vous voyez, il y a une partie d'automatisation, une partie de manuel, parce que l'appel de vente, il se fera toujours soit par vos soins, soit par une équipe dédiée. Ici, on est un peu plus dans l'automatisation, parce que du coup, les mini-cours entre 3 et 10 jours, vous faites que les délivrer par mail. C'est des mails que vous avez écrits une fois, que vous délivrez plusieurs fois. Sur les types de produits, ici, comme je vous le disais, de la formation, du coaching, des services ou de la prestation. Ensuite, un tunnel qui est pour l'instant difficilement automatisable, c'est l'appel découverte. Réserver un appel diagnostic, de dire voilà, on va échanger juste 20-30 minutes sur votre projet et voir si on peut travailler ensemble. Le but de cet appel, c'est aussi en amont de mettre un formulaire qui soit suffisamment engageant. Typiquement, dans votre calendrier, vous pouvez mettre en place différentes questions qui vont vous permettre aussi de filtrer les appels et de savoir si la personne est bien faite pour le programme que vous proposez, par exemple, pour la prestation que vous délivrez. Deuxièmement, sur les appels découvertes, vous pouvez aussi faire un système. Vous faites un Typeform, ou un Google Form, tout simplement. Vous posez un certain nombre de questions et à la fin du Typeform, vous renvoyez vers la prise de rendez-vous sur un calendrier. Et donc, les appels de vente, je vous recommande de les faire sur des prestations de services. Vous n'allez pas faire un appel de vente à chaque fois que vous allez vendre un e-book à 19 €. Vu que ça prend du temps, de plutôt les réserver pour des prestations où on commence à tarifer de manière intéressante. Le tunnel de vente suivant, tout simplement, c'est l'audit. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui crée des sites web ou qui fait des refontes de sites web. Ça peut être intéressant, par exemple, de proposer des audits pour des personnes qui ont déjà des sites web. Si vous avez un œil
par exemple sur l'UX, sur l'expérience utilisateur, sur le côté responsive du site. Si vous avez vu des trucs un petit peu bizarres sur un site, ça peut être intéressant de proposer un audit à la personne et lui dire bah voilà, j'ai vu telle ou telle chose sur votre site. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on en discute par téléphone? Et là, vous donnez une date, voilà. Vous faites votre appel avec la présentation des résultats et ensuite vous faites une proposition pour venir régler les problèmes que vous avez vus en amont. Là, c'est une situation où vous êtes à l'initiative de l'audit, mais ça peut être tout simplement aussi d'avoir un appel à l'action qui soit j'offre un audit offert à chaque personne qui remplit ce formulaire. Bim, tac, la personne remplit le formulaire. Vous faites l'audit en question. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous demande énormément de temps parce que sinon vous travaillez gratuitement, d'accord? Là, le but, c'est quand même d'établir un premier contact avec les personnes et donc de ne pas rentrer dans des détails qui derrière vous empêcheraient d'être rentable. Mais juste de soulever quelques points, hein. Des fois, vous savez, moi je suis même pas créateur de site web. Des fois, je vais sur certains sites web, je remarque 2-3 trucs. Franchement, je peux faire un mail à la personne et lui dire tu peux faire changer ça, 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 et ça pourrait te faire gagner des ventes. Donc voilà pour le tunnel de vente audit. Les 2 derniers tunnels de vente, ceux-là, ils sont un peu plus avancés. C'est le tunnel de vente de la masterclass. Vous allez envoyer du trafic vers l'inscription à cette masterclass via vos réseaux sociaux. Les personnes s'inscrivent à la masterclass. Vous faites plusieurs relances avant le jour J de la masterclass pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient présentes le jour de la masterclass. Le jour de la masterclass, vous faites ce que vous avez à faire, d'accord? Vous présentez votre conférence, entre guillemets, avec, à la fin, votre proposition, votre offre commerciale. En fonction du prix, soit vous renvoyez vers la page de vente de l'offre, la personne peut commander, soit vous renvoyez vers la réservation d'un appel pour des offres un peu plus chères. Parce que si vous avez un niveau de prestation donc, qui est personnalisé, où on paye plus cher 2000 euros, vous allez être en contact récurrent avec la personne, il faut voir si ça match aussi avec la personne. Alors, si la personne consomme le produit dans son coin, vous avez peu de contact avec elle, donc il n'y a pas forcément besoin d'un appel. Okay, donc voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Une fois que la masterclass a été conduite, il y a des personnes qui soit resteront encore sceptiques et ne passeront pas à l'action, et dans ce cas-là, vous pouvez les relancer l'ensemble des personnes qui ne sont pas passées à l'action pour leur dire voilà, l'offre est encore valable X temps. Si vous voulez passer à l'action, c'est maintenant. Pour moi, les masterclass, ce sont des éléments à mettre en place une fois que vous maîtrisez quand même un peu plus votre offre et qu'il y a un niveau de maturité qui est entre moyen et fort. Okay, quand il y a un niveau de maturité qui est faible, je ne vous recommande pas forcément de commencer par ça. Et je vous renvoie à l'infographie du coup dans le module de formation sur Instagram. Donc dans un premier temps, quand vous avez un niveau de maturité qui est faible, moi je vous recommande plutôt de passer par des appels découvertes, des appels de vente et de la vente conversationnelle. Ça, déjà, juste en faisant juste de la vente conversationnelle avec des appels découvertes, vous avez la possibilité déjà de vivre de votre activité. Voilà. Après, si vous voulez passer un autre step et faire plus de chiffre d'affaires, il faudra mettre en place certaines automatisations comme des masterclass, potentiellement des webinaires aussi. Sauf que les webinaires, on va pas se mentir, ils se remplissent plus via la publicité que via l'organique, sauf si vous avez une énorme communauté. Mais généralement, les webinaires, ça se remplit surtout par la publicité. Donc ça, c'est encore un autre step. Et en dernier, vous avez évidemment le webinaire en direct. La différence avec la masterclass, elle est un peu fine, mais c'est que la masterclass, vous pouvez la préenregistrer. Vous allez me dire, oui, mais les webinaires aussi, on peut les préenregistrer. La masterclass, c'est un cours vidéo mais qui ne nécessite pas nécessairement du direct. Hein. Le webinaire en direct, on va vous attendre sur du direct, pouvoir interagir avec vous, vous poser des questions, etc. On envoie du trafic sur la page d'inscription au webinaire, de la préchauffe avant le webinaire, avec des mails pour envoyer déjà un peu de matière et que les personnes restent intéressées et connectées avant le webinaire. Le webinaire en direct, avec la même distinction entre soit réserver un appel, soit acheter directement en fonction du prix du produit, et une relance après le webinaire pour les personnes qui ne sont toujours pas passées à l'action. Voilà pour ce module sur les différents tunnels de vente. Je pense que j'ai été assez clair sur le fait qu'il s'agira dans un premier temps d'opter en fonction de votre maturité pour des tunnels qui sont moins automatisés et petit à petit, en fonction de la maturité de votre offre, vous orienter vers des tunnels un peu plus complexes et un peu plus travaillés. Dans un premier temps, les appels découvertes, la vente conversationnelle, les audits potentiellement en fonction de ce que vous présentez. La deuxième étape, les mini-cours par email ou au masterclass. Et la dernière étape, quand vous avez vraiment un grand niveau de maturité, ce serait plutôt les webinaires en direct et envoyer du trafic via de la publicité. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. On va déterminer votre propre stratégie ensemble par rapport à vos offres. Là, vous avez des éléments théoriques et maintenant, on va le mettre en pratique par l'intermédiaire de notre relation privilégiée sur WhatsApp et par appel. Comment fixer correctement ses prix ? Alors, c'est une question qui tue et c'est une question qui occupe beaucoup l'esprit des solopreneurs et je vais vous présenter 4 méthodes pour le faire et vous verrez qu'en fait, je ne préconise pas une méthode sur les 4 mais plutôt un mix des 4. Premièrement, la première méthode, je fixe mes prix en fonction du coût de revient, combien ça me coûte de produire cette offre, par exemple en termes d'heures, en termes de ressources, etc. Plus se fixer un pourcentage de marge. Se dire, ok, ça me coûte tant de temps et je viens rajouter 30% de marge, par exemple. Okay, ça, c'est la première méthode. Sauf qu'à mon sens, on ne peut pas prendre cette méthode toute seule parce que, imaginons que vous ayez
beaucoup de coûts de revient et que vous fixez une marge plus ou moins moyenne, ça voudrait dire que vous serez plus cher, mais juste parce que vous avez plus de coûts. Ce que le client viendrait payer, ce serait vos coûts. En tant que client, mettez-vous à la place du client. Est-ce qu'il y a intérêt à aller venir payer plus cher alors que le niveau de prestation n'est pas plus élevé? Il peut y avoir une contradiction avec la deuxième méthode qui est la comparaison avec le marché. Typiquement, je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous vendez des sucettes à 2 euros l'unité parce que vous payez un loyer trop cher pour votre épicerie, c'est pas à votre client de payer ce surplus de charge, entre guillemets. Ok. Donc c'est pour ça que la deuxième méthode vient aussi un peu réguler le tout, la comparaison avec le marché, et de se dire un produit similaire, une offre similaire, à combien elle se vend aujourd'hui sur le marché, et ça va vous permettre aussi de vous positionner. Moi je vous recommande dans un premier temps, quand vous arrivez sur le marché, de vous positionner au prix du marché, de ne pas avoir la prétention, entre guillemets, de vous positionner tout de suite, faire du high ticket alors que vous avez eu 0 client, vous avez eu peut-être 1 ou 2 clients et vous voulez tout de suite faire du high ticket, hein, parce qu'il y a beaucoup cette injonction-là aussi, faites du high ticket, faites du high ticket. Le high ticket, d'une certaine manière, ça se mérite aussi, quoi. Ça se mérite par rapport aux résultats que vous avez générés, par rapport à la confiance que vous dégagez, par rapport voilà, à votre ancienneté aussi un peu dans le milieu. Je vous dis pas d'attendre 150 ans avant de faire des offres à étiquette, hein. Mais voilà, n'ayons pas la prétention et le manque d'humilité d'arriver avec peu de compétences et peu de connaissances et dire je vais t'arriver 6 000 euros alors que ce que vous vendez, ça vaut même pas 1 500 euros. Voilà, ceci est dit, la comparaison avec le marché, ça reste un élément important. Petit à petit, quand vous vous fixez du coup au prix du marché, quand vous commencez à avoir des résultats intéressants, commencez à augmenter vos prix, mais pas de manière radicale, ok? C'est-à-dire de manière progressive et au prorata des résultats que vous permettez d'obtenir à vos clients, parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir lésé en tant que client, de se retrouver à se dire j'ai payé plus que ce que j'en ai retiré. Non, il faut toujours que le client se dise par rapport à ce que j'en ai retiré, j'ai vraiment fait une bonne affaire. Et là, vous allez créer des clients satisfaits et des personnes qui vont vous recommander naturellement et qui vont vous permettre d'avoir des clients en continu aussi par ce biais. La troisième méthode, c'est la valeur perçue. Alors forcément, ça va faire appel aussi à votre capacité à présenter votre offre, à présenter votre produit et à mettre en valeur votre expertise. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une page de vente, il doit toujours y avoir un peu ce ratio entre la valeur perçue et le prix qu'on paye. Le client sera plus enclin à payer et à ne pas se poser de questions si la valeur perçue est bien supérieure au prix qu'on lui demande de payer. Donc forcément, ça veut dire qu'il faut aussi travailler sa valeur perçue. Quand on dit valeur perçue, ça ne veut pas dire qu'il faut fake la valeur, hein. C'est la valeur perçue sans avoir consommé le produit en question. D'accord, c'est la valeur, ok, qu'est-ce que ça renvoie comme image avant que je l'ai consommé, hein. C'est comme un gâteau, ok. Un gâteau, il est beau de l'extérieur, et une fois qu'on le mange, il faut qu'on se dise, et en plus, il est bon. C'est pas le gâteau, il est beau de l'extérieur, tu le manges, et en fait, tu vois qu'il est tout sec. Et moi, quand je voyageais au Népal, il y avait des gâteaux comme ça, des gâteaux au yaourt qu'ils avaient recouverts, qu'ils avaient déguisés, en fait, avec, vous savez, de la crème, avec des trucs un peu sympas et tout. C'était du cake design, mais avec un gâteau yaourt à l'intérieur, mais qui était là depuis peut-être 4 semaines, quoi. Et t'achètes ta part de gâteau, tu te dis, wow, trop bien, un gâteau à la crème, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mangé. Puis tu le manges, et puis en fait, c'est un papy brossard séché depuis 3 semaines, quoi. Il faut que la valeur perçue soit aussi alignée par rapport à la valeur réelle, mais que la valeur perçue soit suffisamment élevée pour venir gommer l'objection du prix. Et après, vous avez une quatrième méthode qui est la méthode au résultat. Faire payer votre client en fonction des résultats que vous lui générez. Ça va dépendre des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. Typiquement, des fois, il y a des agences, ce qu'elles font, elles vont vous dire, voilà, je vais vous construire un tunnel de vente et en fait, je prendrai 15% de vos recettes sur ce webinaire. Donc lui, son but, c'est que vous fassiez le plus de résultats possible pour qu'il se paye le plus possible. Donc c'est gagnant-gagnant. Et du coup, voilà, ça peut s'envisager comme ça. Il peut y avoir une double tarification, c'est-à-dire un prix fixe et un prix variable, c'est-à-dire un prix fixe pour la prestation. Et en plus, s'il y a atteinte de certains résultats, reversement de X%. Je pense que vous l'avez bien compris, je préconise un mix des 4. Chacune des méthodes isolées n'est pas assez complète. Je partirai comme base la comparaison avec le marché, dans le sens pour bien comprendre les processus de tarification sur le marché et voir à combien les gens déjà achètent ce type de produit, quelle quantité de valeur ils achètent, à quel prix, pour déjà comprendre ce qui est déjà en place. Premièrement, c'est ce que je ferai. Ensuite, je ferai en sorte aussi de bien comprendre une prestation de service, une offre, un programme d'accompagnement, qu'est-ce qu'elle me demande en termes de ressources pour pouvoir situer à peu près le prix. Vous voyez par exemple des offres d'accompagnement comme celui-là, la formule liberté, agilité ou stratège, elle ne me demande pas le même niveau d'investissement, donc c'est forcément pour ça qu'il y a une différence de prix entre les trois. Et donc ces prix, ils ont été fixés en fonction de la valeur
que j'ai mis donc dans la formation en ligne, mais aussi en ayant mis un prix sur la disponibilité WhatsApp sur 3 mois et aussi un prix sur les appels de consulting. Et ensuite, on intégrerait la troisième méthode, donc la méthode de la valeur perçue, dans la mise en place de votre page de vente et de votre argumentaire. La valeur perçue se transmet aussi via les arguments et votre manière de présenter l'offre. Donc en synthèse, on partirait de comparaison avec le marché pour prendre la température, calculer son coût de revient sur une prestation classique pour voir à peu près combien est-ce que vous pourrez vous en sortir, et travailler sa valeur perçue à travers votre argumentaire de vente qui va être réplicable sur les pages de vente, mais aussi dans vos appels de vente. Comment construire un argumentaire de vente complet, solide, en 3 dimensions? C'est le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. On va partir sur une structure d'argumentaire qui est très efficace, qui est la structure son-case. Son-case, parce qu'en fait, chaque lettre correspond à un profil de personnalité pour l'acheteur. Le S correspond à la sécurité, le O à l'orgueil, le N à la nouveauté, le C au confort, le A à l'argent, le S à la sympathie et le E à l'environnement. Alors sachez qu'un client peut être câblé entre guillemets avec plusieurs de ces lettres et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, le S comme sécurité, ça va être des clients qui vont être assez méfiants, qui vont avoir besoin de gages de sécurité, de savoir qu'ils s'engagent avec justement quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Et surtout, ce sont des personnes qui vont être adeptes des garanties. Un profil haut comme orgueil, ça va plutôt être quelqu'un qui va être intéressé par tout ce qui est privilège unique, par le côté haut de gamme, par le côté exception, le fait que vous fassiez du personnalisé, du sur-mesure. C'est quelqu'un qui va être sensible à tout cet univers-là, ce côté statut social. En passant par vous, j'ai accès à quelque chose de meilleur, de personnalisé. Ce sont des personnes, par exemple, qui sont très peu sensibles au bas de gamme ou au bas prix. Le N comme la nouveauté, bah forcément, tout est dans le nom. C'est des personnes qui vont être sensibles au côté innovation, des personnes qui vont vouloir prendre une longueur d'avance sur les autres et qui vont être dans la catégorie early adopters, c'est-à-dire quand il y a des nouvelles technologies ou des nouvelles manières de faire sur un secteur d'activité, et ben, ça va être les premiers à vouloir utiliser ces technologies, ces manières de faire pour justement prendre une longueur d'avance. Ce ne sont pas des personnes qui vont être freinées par le changement, au contraire, ce sont des personnes qui sont drivées par la nouveauté. Alors si vous avez des éléments frais à mettre en avant dans votre manière de faire, que ce soit dans votre méthode, dans votre manière de traiter votre problématique, pour rendre votre offre plus fraîche et installée dans la dynamique du changement, alors ce sera intéressant de le mettre en avant. Là, je vous donne que des éléments globaux et on rentrera en détail à travers un exemple que je vais vous produire au format PDF, à partir duquel vous allez comprendre totalement de quoi il s'agit. Le C comme confort, ici le plus important ça va être de faire comprendre à votre client qu'utiliser votre produit, votre service, ça ne viendra pas entraver son confort actuel, ou surtout que ça va venir participer à l'améliorer, que ça va lui faire gagner du temps, de l'argent, et que ce ne sera pas compliqué à mettre en œuvre. Des fois, on peut venir avec des solutions où on va demander entre guillemets un trop gros effort, un trop gros investissement au client. Là, je ne parle même pas d'investissement financier, et il peut se dire ouais, mais ok, donc si ça me demande autant d'efforts, peut-être que le produit n'est pas fait pour moi. Donc ici, ce qu'il faudra mettre en avant, ça va être tout ce qui est simplicité d'utilisation, le fait que ce soit simple aussi de vous contacter, que toute la prestation se passe de manière très fluide. En synthèse, le confort, c'est recherche de facilité et évitement de la difficulté qu'il faudra mettre en avant dans votre produit. Le A comme argent, ici je vous fais pas de dessin, ça va être quelqu'un qui va être sensible à la thématique du prix. On est tous plus ou moins sensibles à cette thématique, il y en a qui sont beaucoup plus accrochés à cette thématique que d'autres. Et là, ce qu'il va falloir mettre en avant, c'est plutôt le côté investissement, le côté retour sur investissement, le fait qu'investir dans ce produit, ça fera soit gagner de l'argent à la personne dans le futur, soit ça lui permettra de réaliser de plus grandes économies. Donc c'est des personnes qui vont plutôt être sensibles à des données factuelles, chiffrées, et leur montrer qu'avec votre produit, avec votre offre, vous allez leur faire gagner de l'argent, ou en tout cas leur permettre de faire des économies, que ce soit dans l'immédiat ou à long terme. Donc c'est également des personnes qui vont être sensibles aux argumentaires de facilité de paiement, aussi de promotion. Ensuite, le deuxième S qui correspond à la sympathie. Là, concrètement, ça va être finalement la facilité que vous avez à nouer des relations avec votre prospect. Et surtout, voilà, si vous êtes plus ou moins sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est avant tout une question de soft skills et de votre capacité à écouter, à avoir une discussion, à relancer, à avoir un brin d'humour au bon moment. C'est vraiment super important parce qu'au-delà de toutes les spécificités techniques qu'il peut y avoir dans un acte de vente, surtout si vous êtes solopreneur, vous vendez à un autre être humain. Donc ce que vous cherchez à avoir, c'est du feeling, de la compétence et de la confiance. Et enfin, la lettre E qui correspond à l'environnement. Si vous avez en face des entreprises ou des entrepreneurs qui sont sensibles à cette approche et que vous avez vous-même
une démarche écologique au sein de votre activité, ça peut être intéressant de le montrer à ce moment-là. Donc voilà pour la première partie de l'argumentaire. On pourrait s'arrêter là et de dire bah, ok, c'est quand même déjà pas mal. On a couvert tout un spectre de personnalités et de types d'arguments possibles. Mais au fil des années, j'ai pu développer avec mes clients un argumentaire de vente type 3D. Et là, quand je vous dis 3D, c'est qu'il y a 3 dimensions dans lesquelles vous pouvez distiller tous les arguments qu'on a présentés jusqu'à présent. Et ces 3 dimensions, ce sont premièrement la persuasion, deuxièmement la persuasion et troisièmement votre attitude. Concrètement, qu'est-ce que ces jolis mots veulent dire? La persuasion, c'est tout ce qui va être visible et disponible pour votre prospect avant même de vous avoir parlé. C'est-à-dire votre présence sur Internet, votre vitrine en fait d'une certaine manière, vos différents profils sur les réseaux sociaux, votre fiche Trustpilot, votre site Internet, votre contenu, la régularité à laquelle vous postez du contenu de qualité. C'est la première impression qu'on se fait de vous en tapant votre nom sur Internet ou en tapant le nom de votre entreprise sur Internet, en tombant sur votre profil Instagram, LinkedIn. C'est la première impression. Imaginons que pour un consultant, vous ne connaissez pas un consultant, mais vous voyez tout de suite qu'il génère des bons résultats pour ses clients. Tout de suite, vous allez vous dire, ok, je suis déjà un peu convaincu par sa proposition sans lui avoir adressé un mot. Donc la persuasion, en synthèse, c'est votre vitrine. Bien sûr, je vous rappelle encore une fois que je vais vous donner un exemple détaillé, un fichier stratégique que vous allez pouvoir retrouver juste en dessous de la vidéo, où je vais vous construire l'argumentaire de vente complet d'un prestataire à partir de tout ce que je suis en train de vous expliquer. De cet argumentaire, je ferai découler une fiche récapitulative pour vous, en fait, que je mettrai dans le workbook et qui vous permettra de construire votre propre argumentaire. Bien sûr, en collaboration avec moi-même. Deuxièmement, la persuasion. Concrètement, la persuasion, ça va être ce que vous allez pouvoir dire à l'écrit et ce que vous allez pouvoir dire à l'oral. Ce sont vos arguments. On était dans un premier niveau qui était la vitrine. Là, on est dans un deuxième niveau qui sont vos arguments, qu'ils soient écrits ou oraux. Votre proposition de valeur, comment vous semblez avoir cerné la problématique client. Et troisième partie, l'attitude, c'est-à-dire votre comportement avec votre prospect et votre capacité à justement avoir la bonne posture de vente, la bonne posture de conseil et d'arriver à générer du bon feeling entre vous et le prospect, ce qui va faciliter le processus de vente. Maintenant qu'on a le son case avec des profils psychologiques différents, des personnes qui sont sensibles à différents types d'arguments, on va venir accoler ces 3 dimensions à chacune des lettres. Donc pour sécurité, on va venir chercher des arguments de persuasion, des arguments de persuasion, des arguments d'attitude. Je vous donne un petit échantillon de ce que ça pourrait être pour une lettre si on prend l'exemple de la sécurité. Un élément de persuasion, ça peut être par exemple sur votre site internet de voir que vous avez travaillé avec telle ou telle entreprise, des petits logos qui font plaisir ou également que vous avez des témoignages clients qui sont rassurants. Votre client n'a pas encore discuté avec vous, mais il voit que vous avez une activité, qu'il y a des clients qui sont contents, qui sont satisfaits. Les éléments de persuasion pour un profil sécurité, ça va être le fait de le rassurer, de lui donner des garanties, le rassurer en lui disant que vous êtes là pour l'accompagner et que vous n'allez pas le laisser seul face à son problème. Et pareil, excusez-moi, je reviens sur la persuasion parce qu'il y a un truc qui vient de pop là dans ma tête, mais au niveau de votre vitrine, un profil sécurité, s'il voit que vous avez des prix trop bas et que vous avez une politique tarifaire qui est très agressive, il va être plus inquiet qu'autre chose. C'est pas quelqu'un qui va être attiré par ça. Et donc ça va être intéressant aussi d'avoir une grille tarifaire, d'avoir des tarifs qui soient cohérents, qui soient pas en dessous du prix du marché pour rassurer les profils de sécurité. Voilà, et au niveau de l'attitude, maintenant on passe à la troisième dimension sur un profil sécurité. L'attitude, tout simplement, ça va être votre posture de vente, que vous puissiez lui montrer que vous avez déjà réglé des problèmes similaires, que vous avez des facilités à l'écouter, à prendre en compte sa problématique, et donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se sentir rassuré. Et donc forcément, il faudra avoir un comportement qui soit rassurant. Voilà à quoi ressemble un argumentaire, voilà à quoi ressemble l'argumentaire. Maintenant, je vais vous laisser découvrir juste en dessous un argumentaire de vente complet sur la base de cette technique-là. Et le but, ce sera qu'ensuite, on construise le vôtre à partir de cette méthode. Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble comment rédiger une page de vente. Alors, il y a différentes manières de rédiger une page de vente. Là, j'aimerais bien vous présenter une structure qui va vous permettre de partir de cette base-là pour rédiger votre première page de vente. Quand on fait sa première page, on ne sait pas vraiment par où commencer, comment organiser les blocs, est-ce qu'on écrit tout d'une traite, est-ce qu'on met ça avant, est-ce qu'on met ça après, etc. Donc moi, je vais vous proposer une trame qui me permet personnellement de générer mes ventes et je vais vous montrer d'ailleurs l'exemple sur une de mes pages de vente. Le premier élément, c'est le header. Tout simplement, c'est là où vous allez pouvoir mettre le titre de votre offre, la proposition de valeur de votre offre, avec potentiellement un sous-titre. Là, ici, j'ai mis pour le programme Le Code, celui que vous êtes en train de suivre actuellement, trouver des clients en continu et vendre avec élégance, sans forcer et sans technique douteuse. Ensuite, en sous-titre, le programme Le Code aide les solopreneurs et les prestataires de services digitaux à développer leur chiffre d'affaires.
avec un bouton d'appel à l'action, réserver un appel. Ok. Donc ça, c'est le premier header. Si on ne devait lire que ça, de comprendre tout de suite quelle est la proposition de valeur de votre offre. Deuxièmement, rentrer directement dans le dur, c'est-à-dire le problème du prospect, l'intéresser tout de suite. Okay, si vous commencez à parler de vous, de dire on a fait ci, on a fait ça, on s'en fout. Le prospect, il est là pour lui, il n'est pas là pour savoir que vous êtes extraordinaire. Et donc moi, je commence directement ici avec une phrase un peu choc. Entreprendre seul est difficile. D'ailleurs, êtes-vous dans l'une des situations suivantes? Et là, bim, on enchaîne. Pas ou peu de clients, des difficultés à vous différencier, mal à l'aise avec la vente, manque de structure et de clarté, business model chronophage, pas de résultat avec la création de contenu, etc., etc. Avec un petit commentaire à chaque fois pour détailler un petit peu chaque élément problématique. Moi, ce que je vous recommande, c'est de parler le plus tôt possible dans une page de vente de la problématique client. Donc c'est pour ça que je le mets en deuxième bloc après le header. Sachant que dans le header, j'en parle déjà quand même un peu parce que le titre, il parle des problématiques clients. Ensuite, un troisième bloc qui va être l'agitation du problème du prospect et les conséquences de la non-résolution de ce problème. Donc ici, voilà, je continue, stratégie aléatoire, résultat aléatoire. Et on commence avec des petits éléments d'analyse. Rencontrer les problèmes cités ci-dessous résulte bien souvent d'un manque de stratégie de structure, d'un manque de connaissances en affaires, du syndrome de l'imposteur, etc., etc. J'enchaîne avec différents syndromes qui pourraient expliquer le manque de réussite dans l'activité. Et ensuite, je continue un peu avec ce côté insister sur la non-résolution du problème. Si cette situation persiste, vous vous condamnez malheureusement à un chiffre d'affaires irrégulier entraînant de l'instabilité et du stress, vous démotiver et mettre la clé sous la porte, vous contenter d'une misère mais avec les responsabilités d'un chef d'entreprise et laisser passer votre chance de vous épanouir professionnellement. Okay, pour quelqu'un qui se lance, le but, c'est pas de mettre la clé sous la porte. Donc voilà, le but, c'est de mettre en avant les conséquences de la non-résolution, mais sans être lourdingue, sans dire, voilà, vous allez perdre votre femme, votre gosse. Faut pas exagérer. Des fois, on tombe sur certaines pages de vente qui sont trop culpabilisantes, elles mettent trop de stress, suscitent trop de mauvaises émotions. Okay, là, il suffit de rester professionnel, mais factuel. Ensuite, le bloc suivant que je vous recommande de mettre en place, l'histoire derrière la création de votre offre. Comment vous en êtes arrivé à créer ce que vous êtes en train de créer et à le proposer sur le marché. Donc c'est pour ça ici, vous voyez, j'ai mis des années d'expérience à votre service. J'en parle aussi bien car j'ai moi-même vécu ces désillusions, j'ai fait toutes ces erreurs qu'il ne fallait pas faire, etc., etc. Je raconte un petit peu mon parcours, où je suis passé et quelles difficultés j'ai rencontrées. Aujourd'hui, tout ceci est derrière moi, ça a été très formateur. Je trouve désormais des clients en continu grâce à, là j'explique comment, et je mets des captures d'écran de personnes qui me sollicitent pour qu'on travaille ensemble. Okay, donc c'est le côté un peu résultat, preuve. Et à la suite de cette histoire personnelle, je viens raconter l'histoire d'autres clients. Là, je dis voilà, je me souviens encore d'une chère cliente très compétente qui songeait à arrêter son activité lors de notre premier échange. Nous étions en avril et elle gardait un œil sur les offres d'emploi pour réintégrer une entreprise à la rentrée. J'avoue avoir eu mal au cœur quand je l'ai appris, tellement je voyais du potentiel. Pour y remédier, on a travaillé d'arrache-pied ensemble pour lui permettre. Là, je dis ce qu'on a fait ensemble, etc. Et dans les mois qui ont suivi notre collaboration, elle a vu son chiffre d'affaires doubler, son agenda se remplir de rendez-vous, sa motivation rejaillir pour viser encore plus haut. Et là, on fait la transition vers le bloc suivant, qui est le bloc témoignage, parce que du coup, je dis voici son témoignage vidéo ci-dessous, suivi de ceux d'autres solopreneurs que j'ai eu l'honneur d'accompagner. Et donc là, on envoie de la vidéo avec en grand titre la phrase un peu clé, le résultat un peu clé de l'accompagnement. Pareil pour l'autre témoignage, encore un autre témoignage vidéo. Si vous n'avez pas encore tous ces témoignages vidéo, vous inquiétez pas, on verra ensemble comment faire pour que vous ayez de la preuve sociale de manière légale et authentique, mais que vous en ayez un peu plus rapidement, même si vous n'avez pas encore beaucoup de prestations. On verra cette stratégie ensemble. Contactez-moi si vous êtes dans cette situation. Donc, ils m'ont également fait confiance. Là, c'est tous les témoignages écrits. Les gens ne liront pas tout, ok, mais au moins, ils voient qu'il y a des témoignages et s'ils ont envie de lire, ils peuvent le lire. Et ensuite, donc, ça nous amène au bloc d'après. Là, c'est un peu bloc projection. Je vends ma vision du futur, dans le sens, rappelez-vous, module marketing, c'est un peu la secret sauce boule de cristal, ok. Comment continuer à nier l'indéniable et ne pas prendre le train maintenant. Là, je parle du solo business et est-ce que c'est le business model du futur, pour l'interrogation. Là, je parle de tous les avantages du solo business, pas d'embauche, donc adieu les galères de management, pas d'angoisse sur comment vous allez pouvoir payer vos salariés, pas de levée de fonds avec une totale dépendance, une totale indépendance, pardon. Voilà, la possibilité de créer une entreprise au service de sa vie et non plus donner sa vie au service de son entreprise. Voilà, des phrases un peu choc comme ça. Sans vendre du rêve, hein, bien sûr. Je pourrais continuer de citer des avantages pendant longtemps. Et là, j'explique un peu, si vous voulez, le changement de paradigme, le fait qu'il y a beaucoup plus d'entreprises maintenant grâce à l'intelligence artificielle,
aux automatisations pardon, qui sont possibles avec les leviers d'Internet. Donc, ils vont réduire leurs effectifs, qui vont avoir une approche beaucoup plus minimaliste et qui vont aller chercher du levier via Internet, via les réseaux sociaux, via l'automatisation, via l'intelligence artificielle et tous ces éléments-là. Je ne le mets pas en avant pour créer un rêve utopique auquel moi-même je ne crois pas. J'y crois vraiment, je me dirige dans cette voie et ceux qui veulent venir, venez avec moi. Donc voilà aussi, ça peut être intéressant de le présenter dans le cadre d'une page de vente, c'est pas obligatoire. Donc ensuite, on arrive à la présentation de l'offre. Ici, tout simplement, ce que vous allez apprendre dans le programme Le Code, un programme étape par étape, 100% orienté vers l'action. Et ici, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va détailler module par module le contenu des modules, en fait, assez simplement. Module 1, reprogrammer son cerveau d'entrepreneur. Je ne vais pas vous refaire toute la fiche parce que je vous l'avais lu, je pense, si vous êtes arrivé là. Ici, les gros titres doivent être suffisamment attractifs et générer du résultat. Okay, si je mets là module 1, je mets juste mindset, c'est peut-être moins attractif que reprogrammer son cerveau d'entrepreneur. Il y a ce côté un peu, ok, qu'est-ce que je vais déconstruire dans mes croyances actuelles et qu'est-ce que je vais reconstruire pour partir sur de bonnes bases. Vous voyez, c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de matière dans la manière dont c'est dit. Là, pareil, derrière, à la suite, je mets tous les sous-titres de manière le plus attractive possible. Il faut bien les copyrighter. Il faut les penser comme des titres d'articles sur lesquels vous auriez envie de cliquer, tout en restant quand même un minimum professionnel, d'accord ? Comment dompter les destructeurs de motivation, comment rester motivé en toutes circonstances, combattre ce syndrome qui détruit votre concentration et vous détourne de vos objectifs, etc. Comment apprendre à dire non et surmonter le syndrome du sauveur. Tout le monde ne lira pas en détail les modules, mais généralement, à 90%, les gens liront les gros titres de vos modules. Okay, module 1, module 2, trouver des bons clients en continu sans publicité. Ce qui fonctionne bien dans les bons titres de modules, voilà, c'est les sous-titres de modules qui soient clairs, qui sont chiffrés. Regardez, là, je l'utilisais beaucoup. 3 principes fondamentaux à comprendre. Les 4 piliers de la méthode CPFA pour trouver des clients en continu sans publicité. 19 canaux d'acquisition. 12 étapes pour créer une offre irrésistible. Et des sous-titres aussi à base de comment. C'est-à-dire, on répond à une question et ça permet de se dire, donc là, en consommant ce module, je serai en capacité de faire tout ça. Comment trouver des clients et vendre sur Instagram? Ok. Donc là, je vais pouvoir le faire. On continue dans cette présentation d'offre parce que la présentation de l'offre ici, c'est pas que des modules. Là, je continue en disant le tout avec un consultant dédié à votre réussite. Le but de ce programme n'est pas de vous laisser seul devant une montagne de vidéos à consommer, mais de travailler ensemble pour votre réussite. Ok, j'agis tel un véritable associé pour vous, mais sans les contraintes, c'est-à-dire les contraintes juridiques. Vous n'avez pas de pourcentage de CA ou de dividendes à me reverser à la fin. Ok, donc ça fait partie de l'offre. En détail aussi l'accessibilité WhatsApp, les séances de consulting pour la formule stratège. Ici, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien remettre une couche de témoignages, ok, pas les faire se succéder tous à la suite, mais en remettre 2 fois des différents à 2 endroits différents pour rappeler qu'il y a quand même de la matière. Si vous n'en avez pas suffisamment, c'est pas grave. Une fois qu'on a présenté ça, maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de mettre en avant des bonus, ok. Les bonus, c'est toujours très apprécié, les bonus supplémentaires. En l'occurrence, ici, je parle de modèles prêts à remplir, donc du workbook pour vous mettre en pratique rapidement. Le fait d'intégrer mon réseau de mise en relation pour pouvoir signer des contrats d'apporteurs d'affaires, que je vous envoie du business et que vous m'envoyez du business mutuellement en échange d'une commission. Donc ça, c'est quand même stylé. Et toutes les futures mises à jour inclus. Et voilà, c'est que des exemples, mais vous pourriez très bien imaginer de donner du contenu supplémentaire, d'avoir accès peut-être à des masterclass privées une fois par mois. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez à partir du moment où, comme je vous disais dans la création de l'offre, à partir du moment où les bonus, ça ne vous demande pas non plus trop de travail supplémentaire, parce que sinon, c'est plus des bonus, ça devient une offre. Ensuite, on enchaîne avec les garanties. Rappelez-vous, pour les profils sécurité, en l'occurrence, pour permettre de lever les objections liées encore peut-être à la confiance, satisfait ou remboursé, langage simple. Ici, quand on parle du langage simple et 100% concret, on va parler plutôt au profil confort. Okay, pour les personnes à qui on va dire que ne vous inquiétez pas, on a fait en sorte que ce soit facile à implémenter, on vous a mâché le travail, vous avez juste à mettre en pratique. Libre à vous derrière de déterminer les garanties que vous souhaitez mettre en place. Attention à bien les renseigner dans vos CGV. Si un de vos clients est amené à utiliser ces garanties, il va falloir qu'il puisse avoir un texte de référence sur lesquels s'appuyer pour les activer ou pas. Donc en l'occurrence, c'est les CGV. Si vous avez besoin de CGV ou quoi aux caisses, n'hésitez pas à m'en informer et je vous réorienterai vers une prestataire qui est très carrée là-dessus. Ensuite, le prochain bloc, c'est de rajouter un bloc qui suis-je. Moi, je trouve que c'est super important. C'est important de savoir d'où vient la personne, pourquoi elle est là, comment elle est arrivée là et quelles sont ses intentions aussi. Et moi, j'aime bien aussi avoir un visage sur la personne chez qui j'investis, surtout si j'investis beaucoup d'argent. Je trouve que c'est quand même
C'est rassurant de voir que derrière, il y a une vraie personne. Et surtout, venir d'une certaine manière aussi rassurer sur votre background, savoir ce que vous avez fait avant, si vous êtes diplômé, pas diplômé, est-ce que vous avez déjà des expériences dans le domaine avant, est-ce que vous êtes lancé un peu comme ça. Ok, ça va être le moment aussi de travailler une rubrique qui suis-je qui vous mette en avant. Mais sans mentir, avec vos principales réalisations. Ok, moi dans mon cas là, j'avais mis que j'étais consultant en business développement diplômé, que j'avais financé mes masters seul et sans crédit, que j'ai cumulé plusieurs expériences professionnelles en business développement en entreprise et des expériences à l'international au Népal. Je dis que depuis 3 ans, j'accompagne les solopreneurs à développer leur CA, les principaux résultats, ok, des CA doublés, des clients qui trouvent leur premier client en partant de zéro, un point qui est fait sur mes valeurs fondamentales, la famille, le travail et la recherche de l'excellence. Donc là aussi, on peut se rattacher peut-être un peu plus facilement à moi si on partage aussi ces valeurs-là. Et voilà, je partage un peu ma vision. J'ai l'intime conviction qu'entreprendre est le moyen ultime pour améliorer la situation de nos familles, de la société et du monde. J'ai aussi un biais pour le minimalisme, la simplicité et un grand attachement aux principes fondamentaux des affaires et pas pour les hacks périmés dans 2 semaines. Voilà. Du coup, là, tu as quand même un peu une idée plus globale de comment je réfléchis, de pourquoi je suis là et de pourquoi vous devriez me faire confiance. Juste après le bloc qui suit, je continue sur l'explication de ma méthodologie, expliquée en 3 principes. Donc l'effet Lindy, le fait que je crois aux principes fondamentaux qui durent dans le temps et pas forcément hack périmés dans 2 semaines, c'est ce que je viens de dire. Notre capacité à gérer des problématiques à la fois macro et micro, en disant nous avons la capacité à vous challenger et à vous répondre sur des thématiques globales comme votre business model et votre stratégie à moyen long terme, comme sur des thématiques spécifiques et techniques de votre quotidien sur la vente, la prospection, la création de contenu. Okay, et l'ultra personnalisation, je n'ai pas développé une méthode en essayant de vous faire rentrer de force dedans. J'ai conscience de nos différences et de la nécessité de développer des solutions adaptées à chaque personne. Voilà. Là, comme ça, vous lisez ça, vous savez comment on travaille. Le bloc qui suit, comment rejoindre le programme. Okay, 3 formules en fonction de vos besoins et de votre budget. On présente les différentes formules avec les différents avantages de chacune. Ok, avec des boutons d'appel à l'action pour réserver un appel ou pour acheter dans le cadre où vous en renvoyez vers un produit qui s'achète en direct sans appel. Après, un autre bloc d'appel à l'action sur réserver votre appel découverte, ok, avec des éléments de filtrage. Là, je mets avant de réserver un créneau, assurez-vous d'être solopreneur ou prestataire de service digital. Donc vous aussi, vous mettez votre client idéal, ok, d'avoir bien pris connaissance des différentes formules et de leur prix, ok, pour que vous vous retrouviez pas en face de quelqu'un qui dit c'est trop cher, je pensais que c'était pas ce prix-là, etc. Donc vous perdez du temps pour rien. De réserver un créneau durant lequel vous êtes 100% disponible dans un endroit calme, ok, pour éviter d'avoir des conversations avec des mecs qui sont au PMU ou au kebab tacos, et d'être déterminé à passer à l'action et vraiment intéressé à l'idée de travailler ensemble, ok. Ça met aussi un autre filtre, et de ne pas croire aux méthodes miracles, voilà, pour vous assurer de travailler avec des personnes qui ont envie de travailler, qui savent que vous avez de l'expérience et des connaissances, que vous pouvez les accompagner, mais que vous ne pourrez pas changer leur vie avec un coup de baguette magique. Voilà, c'est important de faire ce tri-là. Je réserve un appel, et derrière, intéressant aussi, de terminer avec une FAQ pour répondre aux questions courantes, qui va vous permettre aussi de lever certaines objections. Pour qui est cette formation, comment accéder à la formation. Là, c'est dans le cadre d'une formation, mais dans le cadre d'une autre prestation, on pourra réfléchir à une autre FAQ. Combien de temps ai-je accès à la formation? Puis-je être remboursé? Comment faire si j'ai des questions? À quoi ressemble la formation, etc. Donc voilà sur comment structurer une page de vente. Un header, les problèmes, l'agitation du problème, la story, la solution, les témoignages, l'offre, les bonus, la garantie, le qui suis-je et la FAQ. On va passer à la prochaine partie sur comment mener un appel de vente. Vous avez mis en place votre stratégie pour avoir des prospects en continu. Maintenant, vous êtes à l'appel de vente et concrètement, comment on gère l'appel de vente? L'appel de vente, c'est pas quelque chose qu'on va laisser au hasard. Vous n'êtes pas en train d'appeler votre père, votre mère, votre frère, votre cousin. Okay, c'est un appel qui va être cadré et que je vous recommande de justement structurer de la manière suivante. Premièrement, avant l'appel, il va falloir bien travailler votre qualification de manière à filtrer les touristes en amont et ne pas donner votre temps à des personnes en fait qui se sont trompées de personnes ou qui ont mal compris ce que vous faites ou qui ne sont pas prêtes financièrement à débourser chez vous. Bien faire le travail de qualification comme on l'a présenté précédemment, à travers justement prendre le temps d'échanger ou de mettre en place des formulaires qui soient disqualifiants, qui est des éléments qui viennent justement vous donner des indications sur la qualification ou pas du prospect. Okay, comme par exemple le budget. Si vous créez des sites internet et que la personne a un budget de 500 €, ça va être compliqué de lui vendre quoi que ce soit si votre prestation commence à 2000 €. Avant l'appel, je vous recommande également une deuxième étape qui est la préparation, notamment en préparant votre environnement. Si c'est toujours vous qui prenez les appels, bien sûr, si vous n'avez pas délégué ça à un closer, mais dans un premier temps, je vous recommande de continuer à le faire pour être vraiment au courant
d'avoir du feedback et de parler vraiment avec vos prospects, de vraiment comprendre quels sont les mots clés qui les font réagir, quelles sont leurs réelles douleurs, leurs réelles frustrations. Donc l'environnement, ça va dépendre aussi de vous. C'est-à-dire que moi personnellement, j'aime bien prendre mes appels en marchant. J'ai beaucoup plus de flow et d'inspiration quand je marche que quand je suis assis derrière un bureau. C'est à vous d'identifier dans quel environnement vous êtes le meilleur et dans quel environnement vous allez pouvoir plus écouter et surtout mieux présenter votre offre. Si vous êtes à la maison, qu'il y a beaucoup de bruit, que vous avez des enfants qui font beaucoup de bruit, qui circulent à droite à gauche, peut-être que ça va être un peu compliqué. Ou pas, peut-être qu'il y en a, vous préférez aussi rester chez vous tranquillement. À vous de déterminer cet environnement, mais en tout cas de faire en sorte qu'il soit à votre avantage. Et un deuxième élément dans la préparation, au-delà de l'environnement, c'est aussi de faire une petite veille sur le prospect. Des fois, vous avez accès directement à leurs réseaux sociaux, ils vous les laissent, vous savez qui vous a contacté. C'est des personnes qui sont peut-être des fois déjà en activité, de regarder un petit peu ce qu'ils font. Déjà, leur laisser une section dans le Calendly ou dans le Typeform ou le Google Form où ils peuvent présenter ce qu'ils font pour que vous ayez déjà une... Mais aussi de votre côté, de commencer à regarder un peu qui ils sont et de noter quelques petits éléments qui pourraient peut-être vous aider lors de l'appel. Okay, des petites informations comme ça, de se dire ah oui, quand même, il a quand même étudié un peu mon dossier, il a quand même suivi un peu ce que je fais, sans rentrer dans un niveau de détail exagéré, mais au moins ça vous permettra de gagner des petits points et le prospect en face sentira que vous êtes concerné par sa situation. Donc au niveau de l'accueil, tout simplement, je ne vais pas vous apprendre à dire bonjour, mais un accueil chaleureux. Bonjour Intel, c'est un plaisir de t'avoir au téléphone aujourd'hui. Ensuite, présenter le plan de l'appel. Concrètement, c'est l'occasion là de prendre le contrôle de l'appel et de l'encadrer. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ne cadraient pas suffisamment l'appel et qui se retrouvaient business friend-zonés, où vous vous retrouviez à parler de tout, de la pluie et du beau temps avec la personne en face. Et donc là, vraiment, l'objectif, c'est de prendre le contrôle de l'appel et de l'encadrer, de lui dire, voilà, l'objectif de cet appel, c'est de comprendre un peu plus ta situation et de voir dans quelle mesure on pourrait travailler ensemble pour régler ton problème. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter ainsi que ton projet, naturellement, et je te poserai certaines questions quand j'aurai besoin de connaître plus en détail certaines choses. Et ensuite, je te présenterai un peu plus ce que je fais, comment je le fais, les résultats qu'on a obtenus avec certains clients. Et enfin, si ça match et si je pense que je peux vraiment t'aider, je te ferai une proposition. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le cadre. On présente le plan d'appel. Du coup, là, on passe à l'étape diagnostic. Le fait de laisser le prospect se présenter, vider son sac, mais quand on dit vider son sac, ça ne veut pas dire le laisser parler pendant 30 minutes et vous raconter toute l'histoire de sa vie. C'est de lui permettre de présenter les challenges professionnels qu'il rencontre actuellement ou personnels si vous intervenez dans la thématique personnelle, si vous êtes plutôt dans le B2C. L'idée de cette première partie d'appel, ça va être le diagnostic, lui poser des questions, rebondir sur ses propos et vous, pour l'instant, vous n'êtes pas dans une approche de commencer à donner des conseils ou dans une approche de commencer à présenter votre offre. Non. Vous le laissez d'abord présenter sa problématique et vider son sac. Donc écoutez sans donner de conseils, très important. Une fois que vous avez passé cette première étape, on va passer à l'étape qu'on appelle la reformulation. Souvent ce que moi j'utilise à cette étape-là, c'est que je vais synthétiser les problèmes évoqués par le prospect et reformuler si besoin pour lui montrer que ok, je t'ai bien écouté et j'ai bien compris tes problématiques. C'est important de bien l'avoir écouté en amont et pas d'une seule oreille, ok ? Car c'est ici qu'il va voir si vous avez bien compris son problème et ça fait déjà une bonne partie de la vente. Il est en capacité de bien restituer ce que je lui ai dit, c'est que forcément il est déjà impliqué et qu'il aura une bonne capacité à résoudre mon problème. Une fois que vous avez fait ça et que le client a validé votre reformulation, au cas où s'il y a des éléments à rajouter, il les rajoutera, vient le moment de la proposition en commençant à amener des débuts de solution, lui dire voilà, moi j'ai bien écouté votre situation, en faisant telle chose ou telle chose, on peut arriver à régler le problème. On a eu des profils avec des situations similaires avec qui on a réussi à générer tel résultat. Ce qui vous emmène ensuite à présenter votre offre, bien sûr sous la forme des résultats. Okay, les modalités, etc. Vous les présenterez dans un second temps, pas des caractéristiques techniques. Donc assez simplement, si vous proposez un accompagnement ou si vous proposez une prestation de service, de dire votre site web en 3 jours ouvrés, de présenter un peu votre manière de travailler avec les grandes étapes de la prestation. Et là, le piège ici qu'il peut y avoir, c'est de s'attarder sur les détails. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de penser proposition de valeur et pilier de la prestation. Donc, ils vont être les grandes étapes de la prestation pour parvenir au résultat final. Une fois que vous avez présenté votre offre, ça va générer forcément des questions. Donc, c'est bien le moment un peu de conclure. Donc, à ce moment-là, si la personne n'a pas de questions, alors à un moment donné, il vous faudra poser la question, peut-être pas dans ces termes exacts, mais pour que vous compreniez, y a-t-il des éléments qui vous empêchent de commencer dès demain ou la semaine prochaine? Donc là, concrètement, on enclenche, on n'est plus dans l'hypothétique, peut-être qu'on va bosser ensemble ou pas, et ça met les personnes face à cette situation de prise de décision. Concrètement, tu me dis oui ou tu me dis non. Si la personne est toujours dans une démarche de réflexion, parce qu'il y a quand même des personnes comme ça qui vont pas vous dire oui concrètement au téléphone, moi je sais que je dis pas oui tout de suite, je reviens souvent vers la personne très rapidement, mais je vais pas te dire oui au téléphone, j'ai toujours besoin
de 24 heures pour bien digérer l'information. Le but, ça va être, pour bien conclure, d'encadrer votre proposition et de donner en fait une date de péremption à votre offre. J'ai besoin de m'organiser, j'ai des places limitées pour intégrer tel type de prestation ou tel type d'accompagnement. Et donc, cette offre que je vous fais aujourd'hui, elle est valable X temps pour que la personne vous dise oui ou non concrètement. Même si c'est non, c'est pas grave, mais elle vous dira au moins non. Au moins, vous serez fixé sur son sort. Personnellement, sur les dates de péremption de proposition, je ne vais pas au-delà d'une semaine. Vraiment, une semaine, je trouve que c'est le maximum. Parce que après, on a d'autres personnes à intégrer. Bien sûr, il y a toujours des spécificités, il y a toujours des cas particuliers. Et à ce moment-là, on en discute ensemble. Comment répondre correctement aux objections clients lors d'un appel de vente? Ou même par exemple directement sur votre page de vente, si le client a des objections et qu'il ne peut pas vous les poser, ça peut être intéressant de les mettre dans la foire aux questions, comme je vous l'ai présenté un petit peu plus haut quand on parlait de la structuration d'une page de vente. Concrètement, les objections les plus courantes, ça va être c'est trop cher. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche vraiment pour moi? Parce qu'il y a des gens qui vont se dire ok, ça marche pour les autres, mais est-ce que moi ça va marcher? Je n'ai pas le temps, je n'en ai pas vraiment besoin et je n'ai pas confiance. La dernière, on va jamais vous le dire directement frontalement, ça peut être une objection entre guillemets invisible à laquelle il va falloir quand même répondre. Donc la première, c'est trop cher. Concrètement, quand on vous dit c'est trop cher, le problème il vient au niveau du ratio valeur perçue prix. C'est-à-dire que on ne perçoit pas assez la valeur de votre offre par rapport à son prix. Le client se dit ce qu'il m'offre par rapport à ce que je paye, ce n'est pas assez. Donc en gros, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que tu m'as mal vendu ton offre. En tout cas, je ne perçois pas assez les bénéfices de ton offre. Donc ici, il va falloir faire un travail sur la valeur perçue, sur la mise en avant de votre produit, sur son copywriting, sur ce qu'on a pu voir auparavant à travers l'édification de l'argumentaire de vente. Également mettre en avant des termes comme retour sur investissement. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu payes 2000 € pour un accompagnement, mais vous signez un client à la sortie de cet accompagnement, vous avez remboursé votre mise. Et également mettre en avant des facilités de paiement avec notamment des échelonnements. Moi je vous encourage à ne pas dépasser 3 mensualités. Au-delà de 3 mensualités, je trouve que ça devient beaucoup trop, même pour votre trésorerie, c'est pas intéressant, ça vous met en danger. Et surtout, ça va venir faire payer des gens qui n'ont pas les moyens. Payer en 6 fois, payer en 10 fois. En fait, vous venez faire payer des gens qui n'ont pas du tout les moyens et éthiquement parlant, je trouve que c'est limite. Ensuite, la deuxième objection, est-ce que ça marche vraiment? Donc là, concrètement, il va falloir mettre l'accent sur les témoignages clients et les études de cas, d'où l'intérêt de se construire une fiche Trustpilot aussi et de récolter des témoignages vidéo. Personnellement, c'est ma stratégie. L'objection suivante, ok, votre méthode marche, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Ici, concrètement, il faudra mettre l'accent sur le fait que vous avez aidé des clients similaires qui avaient des problématiques similaires à la sienne, ok, et que vous allez prendre en compte ces spécificités, qu'il y a une forme de personnalisation dans votre prestation qui va justement lui permettre d'obtenir des résultats malgré ses spécificités. Ok, ça vous le dites que si vous êtes sûr d'arriver à un résultat fini. Ensuite, concernant l'objection « je n'ai pas le temps », ici c'est une objection d'un profil confort, si vous avez bien suivi, et du coup il faudra forcément mettre l'accent sur la facilité à mettre en place ce que vous proposez et mettre un accent sur le fait que votre offre a été étudiée et itérée pour vous faire gagner du temps à court terme et à long terme. C'est-à-dire que la prestation en elle-même, elle n'est pas fastidieuse à mettre en place. Et deuxièmement, une fois que ce sera mis en place, ça lui fera gagner beaucoup de temps dans ses process au quotidien. Voilà donc pour l'objection « je n'ai pas le temps ». Pour l'objection suivante, je n'en ai pas vraiment besoin. Ici, parfois, il peut y avoir des clients qui arrivent à ce stade de l'appel et qui n'ont pas pris totalement conscience de leur problème et surtout de la nécessité de régler ce problème. Donc ici, il faudra mettre en avant le rappel du problème du prospect et surtout, qu'est-ce qui arriverait si le prospect ne réglait pas maintenant cette problématique. Il peut être aussi intéressant de mettre en avant le fait de rester compétitif et d'anticiper les évolutions dans le cadre où le prospect pense qu'il n'en a pas besoin tout de suite. Et enfin, dans le dernier cas où vous sentez qu'il reste quand même une espèce de petit froid, où la personne n'a pas totalement confiance, elle ne va pas vous dire directement « je ne vous fais pas confiance, je n'ai pas confiance en vous ». On ne va pas vous le dire verbalement, même si c'est pensé. Et ici, il s'agira d'offrir des garanties, comme on a présenté auparavant, des périodes d'essai, une politique de remboursement, des politiques qui soient quand même avantageuses pour le client, mais qui ne vous mettent pas en porte-à-faux vous aussi. Et surtout, de démontrer à la fois dans votre persuasion, donc tout ce qui va être relatif à votre solide expérience, à vos résultats prouvés, à vos clients satisfaits, etc., etc. Donc ça, ne pas hésiter, par exemple, si vous faites des mails de relance à des personnes qui ne vous ont pas encore répondu sous un certain délai, ça peut être intéressant de mettre un petit lien vers des témoignages clients pour permettre à la personne de se sentir rassurée. Voilà comment répondre correctement aux objections les plus fréquentes. Comme je vous le disais en amont, des objections, vous en aurez, et c'est important d'être équipé en amont pour y répondre. Et ça lui montrera aussi que vous êtes aguerri dans votre thématique. Maintenant que le module vente est terminé,
Je vous laisse faire le step by step dans le workbook pour mettre en place votre stratégie de vente. Et bien sûr, avec des échanges réguliers avec moi